en 1994, le jour de l'Halloween. You haven't heard any more from this controller chick, huh? No, not a word. Un avion d'un transporteur régional survole Chicago en attendant l'autorisation d'atterrir. Eagle Flight 184, descend and maintain 8,000. 98,000, Eagle 184. Tout à coup, le manche à balai se braque brusquement à droite. L'avion plonge droit vers le sol. Le comportement de l'équipage et des contrôleurs aériens est scruté à la loupe. Des pilotes mettent en doute la sécurité de cet avion. The airplane will have a nasty tendency to go out of control. Les enquêteurs voyagent aux quatre coins du monde pour faire la lumière sur la tragédie. Avec cet écrasement, Roseland devient un mot tristement célèbre dans le milieu de l'aviation. Au milieu de l'après-midi, le 31 octobre 1994, le vol 4184 d'American Eagle s'est envolé d'Indianapolis en Indiana il y a 15 minutes. Il est en route pour Chicago avec 68 passagers et membres d'équipage à bord. Happy Halloween, cowboy. L'avion traverse une zone de turbulence dans les nuages. I'm gonna keep them in their seats in this chop. No sense in taking chances. Le commandant de bord, Orlando Aguilar, est aux commandes de l'avion. C'était pourtant son jour de congé. Mais il a proposé ses services afin de gagner un peu plus d'argent. Sa femme est enceinte de leur deuxième enfant. Let's see if we can get above this. Center, any chance Flight 184 can climb to 16,000? Eagle 184, maintain 16,000. Le copilote Jeff Galliano est aux commandes pour ce segment de vol. Il règle le pilote automatique pour gagner une altitude moins turbulente. Jeff travaillait au ranch de son père dans le Wisconsin juste avant ce vol, le jour de l'Halloween. Les chevaux et l'aviation, c'étaient les deux passions de Jeff. L'avion est un ATR-72, un nouvel appareil révolutionnaire construit en France. Il est rapidement devenu populaire pour les liaisons à courte distance en raison de sa rentabilité et de son confort. Orlando Aguilar et Jeff Galliano ont fait ce trajet à d'innombrables reprises. Ils connaissent la route par cœur. L'espace aérien entre Indianapolis et Chicago est l'un des plus achalandés du monde. Tandis que le vol 4184 approche de l'aéroport O'Hare de Chicago, les pilotes amorcent leur descente jusqu'à 3000 mètres. Chicago Center, we have discretion down to 10,000. On our way down now. Eagle 184, roger. À Chicago, la contrôleuse Michelle Willman reprend le boulot après une pause. Elle est en formation et travaille encore sous supervision. On la prévient que le trafic aérien d'O'Hare risque d'être retardé en raison des mauvaises conditions météorologiques. Elle se prépare à mettre quelques avions en attente.
À O'Hare, les atterrissages et les décollages fonctionnent par priorité. Ce n'est pas nécessairement premier arrivé, premier servi. Les vols internationaux sont prioritaires pour une question de carburant. Et les turbopropulseurs sont les derniers à atterrir. Eagle 184, hold southeast on Victor 7. Chicago Center, roger. Hold southeast on Victor 7. Eagle 184. Le vol 4184 doit décrire un circuit en hippodrome au nord-ouest de l'Indiana. Chicago Center, Eagle 184, entering the hold. Eagle 184, roger. Le commandant Aguillard règle le pilote automatique pour que l'avion décrive des cercles à 3000 mètres d'altitude. I'll go up front, see if they want anything. L'équipage attend patiemment l'autorisation d'atterrir. Can I get you boys anything? I'm good. Stereo? Oh, you don't have a hard job. We do have it pretty easy. This thing gets a real high deck angle in these turns. Yeah. We're just wallowing in the air right now. You want flaps 15? We'll bring the nose down. Sure. And I guess Sandy's going ooh now. See y'all. All right. Well, folks, once again, this is the captain. I do regret to inform you that air traffic control has put us into a holding pattern up here. We're holding for approximately 20 minutes out of Chicago at this time. I do apologize for all the delays. That's much nicer. No, flaps 15. Sure, once they let us out of the hold and forget they're down, we'll get the overspeed warning. Eagle Flight 184, descend and maintain 8,000. Down 8,000, Eagle 184. Eagle Flight 184, should be about 10 minutes till you're cleared in. Thank you. Ils ont l'autorisation de descendre. Are we out of the hold? No, just going down to 8,000. Et comme prévu, I knew we'd do that. l'avion ne peut pas voler aussi vite avec les volets sortis. I was trying to keep it at 180. Jeff Galliano rentre les volets. Un son étrange s'échappe du fuselage. Tout à coup, le manche à balai se braque brusquement à droite. Les commandes ne répondent plus. L'avion fait une chute vertigineuse. Les pilotes reprennent la maîtrise de l'appareil. Mais ça recommence de plus belle. Il est arrivé beaucoup trop vite pour essayer d'atterrir. Il était très incliné, vraiment très incliné. Le vol 4184 s'est écrasé dans un champ aux abords de Roselawn, en Indiana. On savait qu'ils étaient morts, ça ne faisait pas de doute. À la vitesse à laquelle il s'est écrasé,
Des centaines de bénévoles se présentent sur les lieux de l'écrasement pour offrir leur aide, mais il n'y a rien à faire. On n'aurait pas pu dire que c'était un avion. Il n'y avait pas de cabine, pas de pièces d'avion. Il n'en restait plus rien. Les 2 pilotes, les 2 agents de bord et les 64 passagers ont péri. L'écrasement de Roselawn est l'un des pires accidents de l'histoire de l'aviation. Avec lui, les enquêteurs éclairciront le mystère d'une série d'accidents passés. Au lendemain matin de l'écrasement du vol 4184 d'American Eagle, une équipe du Conseil national de la sécurité des transports, le NTSB, arrive sur les lieux, aux abords de Roselawn, en Indiana. Greg Fight est responsable de l'enquête. Le matin de notre arrivée sur les lieux de l'accident, le temps était froid et couvert. Il tombait une petite bruine. On pouvait sentir le kérosène, et comme c'était humide et boueux, une odeur de vase nous montait au nez. Tous ces effluves avaient une lourde charge émotive, mais il fallait marcher dans le champ et se mettre au boulot. Le lieu de l'écrasement est pratiquement inondé de kérosène et de fluide hydraulique. Des restes humains jonchent le sol. Selon les autorités, le site représente un danger biologique. Il arrive que l'avion soit littéralement pulvérisé lors d'un accident. C'était le cas du vol 4184. Grâce à la disposition des morceaux de l'épave, les enquêteurs sauront comment l'avion a heurté la terre ferme. Comme les débris étaient disséminés en éventail sur une très vaste superficie, on a conclu que l'avion descendait en faible pente lors de l'impact, mais à très grande vitesse. Les enquêteurs veulent trouver les pièces maîtresses de l'épave. Généralement, on cherche d'abord les 4 extrémités de l'avion. Robert Swaim est responsable de ce volet de l'enquête. On cherche la queue, le nez et les 2 bouts d'aile de l'appareil. Parce qu'en connaissant l'emplacement de ces 4 pièces, on peut savoir si le pilote avait la maîtrise de l'avion ou non. Les 4 extrémités de l'avion sont éloignées les unes des autres. Le nez et le poste de pilotage sont complètement détruits. Les enquêteurs en déduisent que le nez de l'avion a heurté le sol en premier, à la suite d'une descente en faible pente, mais rapide. L'avion n'était pas en forte pente lors de l'impact. Voilà qui montre que les pilotes avaient encore une certaine maîtrise de l'appareil dans les secondes précédant l'écrasement. Mais ils ont manqué de marge de manœuvre pour cabrer l'avion. L'enquêteur Greg Fight a maintenant une meilleure idée des dernières secondes du vol. Il veut maintenant en apprendre davantage sur ce qui s'est passé avant que l'avion ne décroche. On s'est bien sûr intéressé au contrôle de la circulation aérienne. Eagle 184 holds southeast on Victor. Greg Fight apprend que l'avion a volé en trajectoire d'attente au sud-est de Chicago pendant 39 minutes avant de s'écraser. En consultant les registres de la tour de contrôle, on a remarqué que le trafic aérien à l'aéroport de Chicago à ce moment-là avait dû être réduit en raison des conditions météorologiques. Well, folks, I do regret to inform you that air traffic control has put us into a holding pattern up here. On a appris que le vol 4184 avait attendu très longtemps à cause de la réduction du débit du trafic. I do apologize for all the delays. On a aussi appris que l'un des contrôleurs était nouvellement embauché et était encore en formation. L'inexpérience serait-elle à l'origine de l'écrasement du vol 4184? L'enquêteur en chef, Greg Fight, s'intéresse également aux conditions météorologiques qui prévalaient dans la trajectoire d'attente. I want weather data, pilot reports, its atmospheric conditions, its Doppler radar, anything you can find.
Le vol 4184 n'était pas le seul à survoler l'aéroport O'Hare ce jour-là. Plusieurs avions étaient en attente, mais ils ont tous atterri sans encombre. Des entretiens avec les pilotes de ces avions fournissent un indice de taille aux enquêteurs. One after another, they all experienced icing, some as much as 3/4 of an inch. Plusieurs pilotes font état du même problème, le givre. La chercheuse Marcia Politovic travaille au Centre national de la recherche atmosphérique. Elle est l'une des plus grandes spécialistes du givrage et des risques qu'il pose aux avions. Le givrage modifie la forme des ailes en cours de vol. Il crée de la résistance, il réduit la portance, il cause des problèmes de performance et de pilotage. On veut tout simplement l'éviter. De tous les avions qui ont connu des problèmes de givrage, un seul s'est écrasé. Les pilotes auraient-ils commis une erreur? Leur appareil était-il moins résistant au givre? Les enquêteurs devront vérifier ces deux hypothèses avant d'en arriver à une conclusion controversée. Les enquêteurs ont découvert que la trajectoire d'attente du vol 4184 d'American Eagle lui a fait traverser des couches successives de nuages. Et chaque fois, l'avion était exposé à des conditions de givrage. On savait que le vol 4184 avait volé dans des conditions de givrage en traversant des couches de nuages. Stephen Frederick s'est envolé de Chicago le matin de l'écrasement. Il a été témoin des caprices de la météo. Chaque fois que j'ai traversé ce front froid ce jour-là, le temps se gâtait. Il y avait de plus en plus de verglas. J'étais inquiet. Frederick demande à son commandant d'émettre un avertissement au sujet des conditions météo pour prévenir les pilotes du danger. Plus tard, j'ai su que mon commandant n'avait pas prévenu le centre de régulation des vols et les pilotes n'ont jamais été avisés de la présence de givre. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai eu mauvaise conscience. Gregory Fight sait que les contrôleurs ont placé plusieurs avions en trajectoire d'attente au-dessus de Chicago, mais tous se sont posés sans encombre. Voilà qui signifie que la contrôleuse aérienne n'a pas mis le vol 4184 en danger. Elle a agi adéquatement selon les informations dont elle disposait au sujet des conditions météo. L'un des problèmes du contrôle de la circulation aérienne, c'est que les contrôleurs ne peuvent pas détecter les régions de précipitation ou de verglas en consultant leur écran radar. Ils ne savent pas qu'un avion est exposé à des conditions de givrage, à moins que le pilote ne leur fournisse ce qu'on appelle un rapport de pilote. Si l'équipage ne fournit pas cette information au contrôleur aérien, ce dernier ne sait pas qu'il y a du givre, comme c'était le cas pour le vol 4184. L'enquêteur Fight et son équipe se demandent si l'équipage était conscient qu'il volait dans des conditions de givrage. L'enregistreur de conversation de poste de pilotage fera la lumière sur cette question. You don't have a hard job. You have it pretty easy. Hey, bro. Getting busy with the ladies back here? Oh. Yeah, so if I don't make it. Les enquêteurs ont vent que l'équipage aurait eu un comportement discutable. Le copilote écoutait de la musique. On sait qu'il s'est passé plusieurs choses contraires aux règles de l'aviation. L'important était d'évaluer les conséquences du comportement de l'équipage sur ses performances et sa vigilance devant la situation. That's much nicer now, flaps 15. Yeah. Showing some ice now. 9 minutes avant l'écrasement, l'équipage a remarqué que du givre s'accumulait sur l'avion. Les pilotes devaient donc savoir qu'ils traversaient une zone de givrage d'aéronefs. No, not a word. 2 minutes avant la catastrophe, une autre remarque suscite l'intérêt des enquêteurs. Still got ice. I see what you mean. L'équipage avait noté la présence du givre. Les enquêteurs veulent maintenant savoir quelles mesures ont été prises.
L'ATR-72 est muni de dégivreurs sophistiqués. Il est essentiel de connaître ce que l'équipage a fait pour dégivrer les ailes de l'appareil. Cette fois, c'est l'enregistreur de données de vol qui éclaircira la question. Près de 17 minutes avant l'écrasement, le voyant principal de mise en garde s'est allumé. Il peut signaler un problème avec l'un des systèmes de l'avion, mais il peut également prévenir que le détecteur de givrage électronique a noté la présence de givre. L'enregistreur de données de vol apprend aux enquêteurs qu'en réaction à l'alerte, le commandant Aguillard a réglé le système de dégivrage au maximum. Charlie Pereira du NTSB examine de plus près les performances de l'ATR-72. L'alerte de givrage a sonné. Ils l'ont entendu et ils ont activé les systèmes de protection de l'avion. Au moment de l'accident, le dispositif de dégivrage fonctionnait. Le système complet de protection contre le givre de l'ATR-72 consiste en une combinaison d'antigivrage et de dégivrage. L'antigivrage est un dispositif thermique qui empêche la formation de glace sur les divers éléments de l'avion, dont les ailes, les pare-brises et les hélices. L'avion est également muni d'un système de dégivrage qui détruit le givre qu'on appelle gaine pneumatique. Ce sont des chambres à air en quelque sorte. On souffle de l'air à l'intérieur et elles se gonflent comme des ballons pour faire craquer la glace qui se détache alors de l'avion. L'enregistreur de données de vol révèle qu'après avoir activé le système de dégivrage, le commandant Aguillard a actionné la manette des gaz en augmentant ainsi la vitesse de l'avion. Par conséquent, la vitesse de l'air au-dessus des ailes de l'avion augmente elle aussi, ce qui contribue à prévenir la formation de givre. Les pilotes ont fait tout leur possible pour prévenir son accumulation sur l'avion. Mais les systèmes de protection contre le givre fonctionnaient-ils efficacement? Les pièces éparses de ces systèmes sont maintenant au premier plan de l'enquête. L'avion a été conçu en France par un groupe d'entreprises françaises et italiennes. Le système de dégivrage faisait partie de leur conception. Les différentes composantes ont été fabriquées par des petits fournisseurs de la campagne française avant d'être assemblées à Toulouse. Bob Swim se rend en France avec des pièces du système de dégivrage. La pièce maîtresse du système de dégivrage n'est probablement pas la gaine de caoutchouc noir que l'on voit sur les avions, mais la minuterie qui se trouve à l'intérieur des valves qui contrôlent les gaines. La force de l'impact a laissé des marques révélatrices qu'on appelle des repères. Elles montrent la position des valves au moment de l'écrasement. Robert Swaim les compare aux plans originaux. Does anything seem out of the ordinary? Le voyage en France ne donne pas les résultats escomptés. Le système de dégivrage de l'avion était vraisemblablement en parfait état. Les enquêteurs sont perplexes. Si l'équipage a décelé la présence de givre sur les ailes à temps et que le système de dégivrage fonctionnait correctement, qu'est-ce qui explique l'écrasement de cet avion? Des pilotes croient savoir ce qui s'est passé et décident de parler. Cette décision changera radicalement le cours de l'enquête. Trois semaines après l'écrasement d'avion près de Roselawn, en Indiana, le pilote d'American Eagle, Stephen Frederick, publie un avertissement. On y lit que la flotte d'ATR-72 opérée par American Eagle présente un danger dans des conditions de givrage. Il prétend que les pilotes d'American Eagle ont demandé aux dirigeants de la compagnie aérienne et aux responsables de la réglementation d'intervenir, mais en vain.
J'ai rédigé et distribué une brochure à l'aéroport O'Hare de Chicago pour prévenir le public des problèmes des avions ATR. Je voulais faire bouger les choses parce que jusque-là, il ne s'était rien passé. Un mois après la tragédie, la frustration des pilotes au sujet de la navigabilité des ATR atteint un sommet. Un groupe d'une dizaine de pilotes refuse de voler en raison de conditions météo dangereuses et la compagnie aérienne se voit contrainte d'annuler des vols. Mais Stephen Frederick va plus loin. Il exprime son inquiétude à la télévision dans une populaire émission matinale. We were told this airplane will try and kill you. If you get too slow in ice, the airplane will have a nasty tendency to go out of control. Après mon passage à Good Morning America, j'ai tout simplement été suspendu sans solde. Ce battage médiatique pousse les enquêteurs à se demander si les ATR-72 présentent un danger en conditions de givrage. Merci. L'enquêteur Charlie Pereira se rend en France chez Aérospatiale, le constructeur de l'ATR, pour en apprendre davantage sur le passé de cet appareil. On a entrepris des recherches pour vérifier si les incidents de même nature étaient déjà survenus avec les ATR 42 et 72. Il fait une troublante découverte. Après avoir revu les dossiers, on a trouvé 5 incidents dont les circonstances étaient semblables à celles de l'écrasement de Roselawn. L'un de ces incidents a eu lieu en décembre 1988 à Mosinee, au Wisconsin. Un ATR-42 d'American Eagle se préparait à atterrir sous le verglas au Central Wisconsin Airport. L'avion était en procédure d'approche dans des conditions de givrage très difficiles, notamment avec de la pluie verglaçante. Le commandant Mike Bodak était aux commandes ce jour-là. Il restait 2 segments de vol de notre itinéraire avant de terminer notre journée de travail. On était en phase d'approche et tout allait bien. Negative ice, just wet. I'll call the flight center, let them know we're turning inbound. J'ai entendu un bruit suspect venant de la queue. C'était de plus en plus fort. On n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait. J'ai d'abord cru qu'une pale d'hélice s'était détachée. On aurait dit que le volant d'orientation de train avant ne répondait plus. L'avion a décroché. Ses ailes n'arrivaient pas à générer suffisamment de portance pour maintenir l'appareil en vol. Quand j'ai vu que je n'étais pas capable de reprendre la maîtrise de l'avion, j'ai poussé la manette des gaz à fond. Les moteurs ont rugi. J'ai réussi à retrouver une certaine maîtrise de l'appareil et j'ai rendu la main pour tenter de redresser. Mais l'alarme ne cessait de répéter « Terrain, terrain !» Et je n'avais toujours pas réussi à cabrer l'avion. Mon copilote a dit « Et j'ai répondu plein régime. » Il a fait passer le régime des hélices de 86% à 100%. L'avion s'est redressé instantanément. L'avion volait à moins de 365 mètres d'altitude. Le commandant Bodak a tiré une importante leçon au sujet de l'ATR. L'avion a décroché sans le moindre avertissement. Les avions disposent d'alarmes pour prévenir un éventuel décrochage. Mais dans ce cas-ci, il n'y a eu aucun avertissement. Quand l'alarme a retenti, l'avion avait déjà décroché. Tous les pilotes n'ont pas eu la même chance. Un ATR-42 d'une compagnie aérienne italienne survolait les Alpes en direction de l'Allemagne en octobre 1987. L'avion a piqué du nez avant de s'écraser dans les montagnes. Les 37 personnes à bord ont péri. Le givre était le principal responsable de l'accident, mais le rapport d'enquête a également blâmé le travail des pilotes. Le passé d'un avion est toujours très important pour les enquêteurs. On doit vérifier s'il y a des précédents. L'histoire de cet avion comporte un élément troublant. L'enquêteur Charlie Pereira interroge les constructeurs français de l'ATR au sujet du comportement de leur avion en présence de givre.
Did any of your studies uncover a wing design flaw? Pereira demande aux ingénieurs responsables de la fabrication de l'avion s'ils peuvent expliquer pourquoi l'ATR-72 devient parfois aussi difficile à maîtriser. À sa grande surprise, il apprend que les ingénieurs connaissaient sa vulnérabilité au givre. You've seen the flight data from the accident flight. Where would the ice have formed to cause that? J'ai demandé à l'un de leurs aérodynamiciens les plus expérimentés et qui ne parlait pas un mot d'anglais quelles étaient la forme et l'emplacement probable d'une accumulation de givre qui aurait causé l'écrasement de l'avion de Roseland. Il a dessiné la section de profil avec de petits ronds juste derrière les dégivreurs pneumatiques. Et il a dit, voilà, j'ai compris que c'était là la cause du problème. After the de-icing boot. L'enquêteur Charlie Pereira commence à comprendre le problème de l'avion de construction française. Si le givre s'accumule derrière la gaine, l'équipage ne peut tout simplement pas s'en débarrasser. Still got ice. Une petite quantité de givre peut à elle seule entraîner des conséquences dévastatrices sur un avion. Le givre peut gêner le déplacement de l'air au-dessus des ailes. Mais comment se fait-il qu'autant de givre s'accumule derrière la gaine? Les enquêteurs demandent la collaboration de la spécialiste Marcia Politovic. Le NTSB nous a appelés pour étudier les conditions météorologiques au moment de l'accident. Ces recherches révèlent que les pilotes du vol 41-84 ont volé dans des conditions dont ils ignoraient l'existence. Quelque chose d'encore plus dangereux que le givre habituel. Les analyses météorologiques laissaient croire que le type de givre qui avait recouvert l'avion provenait de grosses gouttelettes en surfusion. Mais le terme « grosse » est relatif. Dans ce cas-ci, on parle de la grosseur d'un poil humain. Ces grosses gouttelettes en surfusion sont en fait 100 fois plus petites qu'une goutte de pluie. Elles se forment dans les nuages quand le mercure est près du point de congélation. Mais les gouttes gèlent seulement lorsqu'elles entrent en contact avec une surface solide, comme les ailes d'un avion. Le jour de la tragédie, les conditions étaient idéales pour la formation de ces minuscules gouttelettes gelées. Toutes les conditions étaient réunies. Un sommet des nuages chauds, entre -8 et -12 degrés, avec la formation de bruines près de ce sommet, probablement favorisée par un cisaillement du vent et très peu de givre dans les nuages, selon nos observations. À chaque tour de la trajectoire d'attente, le vol 41-84 a traversé des couches de nuages qui cachaient de petites particules meurtrières. Malheureusement, ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Les enquêteurs apprennent que les grosses gouttelettes en surfusion s'accumulent d'une façon bien particulière sur les ailes d'un avion. Le givre habituel s'accumule sur le bord d'attaque de l'aile et les gaines de dégivrage s'en débarrassent aisément. Mais les gouttelettes en surfusion se comportent différemment. Elles tombent sur l'aile et glissent sur la surface avant de geler. Voilà qui forme une bande de glace derrière les gaines que le système de dégivrage ne peut atteindre. En raison de ces conditions particulières, les gouttes d'eau ne gelaient pas sur la surface protectrice de la gaine de dégivrage, mais plutôt derrière la gaine, sur la surface métallique. Le poste de pilotage n'offre pas une bonne vue des ailes. Les pilotes ignoraient tout du problème qui s'aggravait. Quand les pilotes regardent par les fenêtres latérales, ils ne voient que la partie extérieure des ailes. Ils n'ont pas pu voir le dessus des ailes où le givre commençait à s'accumuler. Aux yeux de Gregory Feit, l'enquête a atteint un seuil critique. Son équipe d'enquêteurs croit connaître la cause de l'écrasement du vol 41-84, mais ils n'arrivent pas à le prouver. Et le constructeur de l'avion jette de l'huile sur le feu en prétendant que l'accident de Roseland n'est pas dû à une accumulation de givre, mais bien à une erreur de pilotage. Le NTSB estimait que c'était un problème de conception de l'avion, mais le constructeur français jetait le blâme sur les pilotes et non sur leur appareil.
Fight se demande si les ATR ont déjà connu des problèmes d'accumulation de givre par le passé. Il découvre des similitudes troublantes entre divers incidents répartis sur des décennies. À l'aide des données des boîtes noires, les enquêteurs comparent les mouvements des ailerons du vol 4184 à ceux des autres incidents. Ils découvrent que sur tous ces avions, les ailerons se sont déployés exactement de la même façon. There's no input at all from the pilots. On savait que les mouvements de ces ailerons ne venaient pas des pilotes, mais de la perturbation du débit d'air créée par les conditions de givrage. La physique de l'accumulation de givre explique pourquoi le manche à balai du vol 4184 s'est brusquement braqué à droite. La turbulence de l'air sur l'aile était si puissante qu'elle a soulevé l'aileron, ce qui a causé le décrochage latéral de l'avion. Comme l'aileron est relié au manche à balai par un câble, il a braqué la manette à droite. La force exercée sur l'aileron par la turbulence était si grande que les deux pilotes n'ont pas réussi à le rabaisser. Pour l'enquêteur en chef Gregory Fight, les gouttes d'eau en surfusion qui ont gelé sur les ailes demeurent les principales suspectes. Mais comment le prouver? La véritable analyse a commencé, parce qu'il fallait comprendre ce qui s'était passé en vol. On disposait d'importantes données de vol, mais elles nous renseignaient seulement sur le comment et non le pourquoi. Il fallait trouver une façon de reproduire ces conditions de givrage pour les interpréter. À l'époque de l'écrasement, la NASA commençait à peine à étudier l'effet des grosses gouttelettes en surfusion sur les avions. En 1994, les pilotes n'avaient jamais entendu parler de grosses gouttelettes en surfusion. L'information ne circulait pas encore dans le milieu du pilotage, ni même dans l'industrie aéronautique en général. Les enquêteurs demandent l'aide de la NASA. Et de concert, ils tentent une audacieuse expérience. Ils se servent d'un avion-citerne des forces armées américaines pour créer un nuage de grosses gouttelettes en surfusion. Un ATR-72 vole derrière l'avion-citerne. Un colorant jaune dans l'eau montre aux enquêteurs comment les gouttelettes recouvrent l'avion. Cette expérience devrait permettre de résoudre le mystère, à savoir comment le givre a pu provoquer une telle perte de contrôle en vol de l'avion. En faisant voler un ATR-72 derrière l'avion-citerne, on espérait d'abord comprendre le mécanisme d'accumulation de givre sur l'avion et, plus important encore, les effets de ce givre sur la configuration des éléments mobiles, plus précisément les ailerons, sur la gouverne de l'appareil. Les enquêteurs font une découverte saisissante. Un geste apparemment banal pour augmenter le confort des passagers aurait-il mené au désastre? Tandis que le vol 4184 d'American Eagle est en attente, le commandant Orlando Aguiar constate que le nez de l'appareil est un peu trop relevé. Le commandant Aguiar sait qu'un angle prononcé du nez de l'avion cause une inclinaison inconfortable dans la cabine des passagers. Sortir les volets permet d'abaisser le nez de l'avion, ce qui rend le voyage plus confortable. I guess Sandy's going woo now. Quand les enquêteurs reproduisent cette manœuvre, ils se rendent compte de son effet dévastateur à l'endroit où le givre s'est accumulé sur l'aile de l'avion. Les volets aggravent le problème de givrage. Les volets à 15 degrés ont exposé une plus grande surface des extrados d'aile aux gouttelettes d'eau qui tombaient. Et c'est ce qui a favorisé l'accumulation de givre là où il ne le fallait pas. L'équipage du vol 4184 ignorait qu'une accumulation de givre de plus de 1 cm d'épaisseur recouvrait désormais la surface de l'aile. Eagle Flight 184, descend and maintain
Down 80,000, Eagle 184. L'accumulation de givre n'a aucune incidence sur le vol jusqu'à ce que le copilote amorce sa descente pour atteindre 2400 mètres. I knew we'd do that. La descente augmente la vitesse aérodynamique de l'avion, ce qui déclenche l'alarme du calculateur de vol. Il prévient les pilotes que l'avion ne peut pas voler aussi vite avec les volets sortis. I was trying to keep it at 180. Galliano rentre les volets. Mais ce geste apparemment anodin a un effet désastreux sur l'aérodynamisme de l'avion. Quand ils ont rentré les volets en amorçant leur descente jusqu'à 2400 mètres, l'avion s'est repositionné en assiette de cabré prononcée. Le débit de l'air au-dessus de l'aile recouverte de givre a été perturbé quand le nez de l'avion a remonté. C'est ce qui a provoqué la turbulence responsable du braquage des ailerons vers le haut et par conséquent du décrochage latéral de l'appareil. C'est ainsi que l'avion est tombé du ciel. Si l'équipage avait eu 600 à 900 mètres d'altitude de plus, il aurait fort probablement réussi à redresser l'avion au lieu de s'écraser au sol. Le NTSB a découvert une grave erreur de conception dans le populaire ATR. L'inquiétude gagne les enquêteurs. Si rien n'est fait, un autre drame risque de se produire bientôt. Les enquêteurs concluent que les problèmes de conception de la voilure des ATR les rendent particulièrement vulnérables en cas de givre. L'organisme qui réglemente l'aviation civile américaine prend des mesures draconiennes. We are going to issue an airworthiness directive this afternoon that will preclude the operation of these aircraft into known icing conditions. La FAA réagit promptement en interdisant à tous les modèles d'ATR de voler dans des conditions de givrage. Voilà qui plonge toutes les compagnies régionales dans la confusion, dont American Eagle. La population est de plus en plus méfiante à l'égard des ATR à la suite de l'écrasement de Roseland. La plus vive controverse concerne la décision de la FAA de se fier entièrement aux autorités françaises pour tester et certifier les appareils aptes au vol. Par conséquent, l'ATR 72 n'avait jamais vraiment été testé par la FAA elle-même. Le constructeur d'avions français propose de régler le problème en élargissant la gaine de dégivrage pour qu'elle recouvre une plus grande surface de l'aile. La compagnie revoit également ses directives en interdisant désormais aux pilotes de sortir les volets ou de se servir du pilote automatique dans des conditions de givrage. La FAA réagit à cette annonce en modifiant sa consigne précédente. Elle lève ses restrictions d'utilisation concernant les ATR. Mais la plupart des compagnies aériennes décident de ne pas prendre de risques. Elles transfèrent leurs appareils ATR au sud, où le temps plus clément préviendra les dangers inhérents au givre. La tragédie de Roseland a stimulé les recherches scientifiques sur le givrage d'aéronefs et les conditions qui favorisent son accumulation. On dispose déjà d'un tas de données météorologiques grâce aux satellites, aux radars et aux observations en surface. Et les méthodes de cueillette de données ne cessent de se raffiner. Les nouvelles techniques de prévision météorologique viseront à montrer aux pilotes à quels endroits le givre est susceptible de survenir. On veut acheminer l'information à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire au centre de régulation des vols, aux météorologues des compagnies aériennes et même aux pilotes dans leur poste de pilotage. Ces progrès ne sont pas encore pour demain, mais ils pourront éventuellement prévenir le grave danger que l'écrasement de Roseland a permis de découvrir.